Le professeur Vincent Degos, qui va nous parler de prévenir la iatrogénie neuropsychique en péropératoire. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc le titre est un peu compliqué, mais l'idée c'était d'essayer de comprendre en fait dans quelle mesure notre rôle est en train de changer. Donc on a des nouveaux outils, on a aussi des nouveaux critères de qualité dans notre prise en charge et vous allez le voir, la survie en fait en post-opératoire, c'est un sujet évidemment, mais il devient de plus en plus simple à régler. En revanche, on va amener progressivement nos patients vers des troubles de qualité de vie avec des troubles neuro, des troubles psychiques et on est nous-mêmes des acteurs pour essayer de prévenir ce genre de complications. Conflit d'intérêt, je remercie Medtronic pour ce symposium. On est tous invités à déjeuner ensemble et moi à parler devant vous. Je n'ai pas d'autres conflits sur ce sujet et je vais partir d'un petit témoignage. Une patiente en fait qui s'avère avoir une maman, une fille qui est pharmacienne à la paix et elle a été opérée en fait d'une péritonite sur bride. Et le témoignage, c'est « Ma mère n'arrive plus à se repérer dans son quartier, elle oublie toutes ses affaires, et le chirurgien m'a dit qu'elle a perdu ses capacités cognitives parce qu'elle était trop vieille pour supporter une anesthésie. » Donc ça, je pense que c'est une espèce d'image d'Épinal de l'âge, de l'anesthésie, et finalement, c'est un peu normal que les vieux yoyotent après une intervention. C'est à cause de l'anesthésie, et voilà, on en est là. Ce témoignage, il est intéressant parce qu'en fait, il montre que probablement cette patiente, il y a 20 ou 30 ans, elle serait peut-être morte d'un choc hémorragique, elle serait peut-être morte d'un problème respiratoire. Maintenant, on arrive à la faire survivre. Et quand on s'intéresse donc justement aux complications post-opératoires, sur une cohorte de chirurgie digestive, donc je parle de ce tableau-là, et donc j'ai pris ce papier qui justement s'intéresse à ce genre de complications. Si on les classe par ordre de fréquence, d'après vous, et à main levée, est-ce qu'on est plutôt sur des causes neurologiques supérieures à pulmonaires ou hémodynamiques, pulmonaires supérieures à hémodynamiques ou neurologiques, ou hémodynamiques supérieures à neurologiques et pulmonaires? Qui répond A? Qui répond B? Qui répond C? Donc c'est plutôt bien réparti et évidemment le but de mon topo est de parler de neurologie, donc vous attendiez bien à ce que je le prouve. Ces patients-là en fait sont plus à risque de développer des troubles neurologiques. Probablement parce qu'on a fait énormément d'efforts tous et quand on regarde les vieilles plaques, donc là c'est une plaque qui date des années 2000, c'est pour ça qu'elle est en noir et blanc, elle fait un peu vieille exprès, on se rend compte qu'à l'époque les patients avaient très peu de troubles neurologiques induits par la période périopératoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils mouraient avant. Ils mouraient avant de problèmes cardio, de problèmes vasculaires, de problèmes respiratoires. Donc le problème neurologique était complètement secondaire. On les a fait survivre et maintenant, on arrive non plus à un problème de mortalité, mais à un problème de morbidité. Et parmi la morbidité induite en périopératoire, le neurologique prend une place importante. La médecine périopératoire neurocognitive, c'est quoi? C'est qu'on arrête d'être dans une médecine contemplative. On va éviter aux patients de faire des AVC, on va éviter aux patients d'acquérir des troubles cognitifs et on va essayer d'améliorer leur qualité de vie. Et quand on définit la qualité de vie, si vous regardez le grand score de qualité de vie, c'est du musculo-squelettique. C'est en gros, est-ce que j'arrive à marcher, est-ce que j'arrive à me déplacer, et c'est du cognitif. C'est ça la qualité de vie en fait. C'est comme ça qu'on va la définir sur les grands scores. Et donc le cognitif est très important et le neurologique est très important. En pratique, la iatrogénie qu'on peut induire, nous, en périopératoire, elle est de deux ordres. En précoce, on va avoir des déliriums et on considère que selon les séries, on a entre 15 à 30% de patients qui vont développer des déliriums. Je vais en parler un tout petit peu. Le délirium, il a deux formes. Des formes qui sont hyperactives, ça vous les connaissez bien. Les malades, ils arrachent tout. Et puis, il y a les hypoactifs qui sont tranquilles dans leur lit et ceux-là, vous ne les voyez pas du tout. Vous ne savez même pas qu'ils sont en train de faire un délirium. Et probablement, ça va les faire rentrer dans une maladie cognitive qui peut se chroniciser, donc rentrer dans ce qu'on appelle les troubles cognitifs post-opératoires et qui sont donc les dysfonctions cognitives post-opératoires qui, elles, se chronicisent et malheureusement, qui peuvent entacher le pronostic à la fois cognitif évidemment, et pour les malades qui sont en âge de travailler, parce qu'il y a quand même des malades qui sont en âge de travailler qui vont développer des troubles cognitifs, ça peut entacher évidemment leur vie de tous les jours, et sur des cohortes américaines, des gens qui se retrouvent au chômage à cause de troubles cognitifs induits par une intervention. Et puis une maladie un peu plus rare, les AVC post-opératoires, je vais en parler un petit peu, mais c'est aussi une iatrogénie neurocognitive qui est induite lors de la période périopératoire. Le délirium et les troubles cognitifs post-opératoires, il y a des définitions qui sont maintenant de plus en plus claires. En fait, c'est assez chronologique. Le délirium, c'est plutôt de l'ordre de la journée. Donc, en général, on dit entre J2 et J8, on est dans le délirium quand on a des troubles cognitifs aigus. Et c'est une perturbation de l'attention avec une modification aiguë de l'attention. Et c'est pas forcément un délirium au sens délirium très mince. Évidemment, c'est une autre maladie. Et c'est pas forcément agité. Les malades peuvent être très calmes avec un délirium. Et pour l'identifier, il y a des scores. Entre autres, il y en a un qui a été très largement utilisé, qui s'appelle la CAM-ICU, qui permet de bien comprendre les malades qui sont en train de faire un délirium.
En revanche, certains patients, soit les mêmes, et c'est souvent le cas, soit des malades qu'on repère un peu plus tard, vont consolider des lésions qui sont plus de la semaine ou du mois, avec des troubles qui sont progressifs et qui malheureusement peuvent se chroniciser, qui vont entacher le pronostic des patients. Formes hypoactives et hyperactives, on considère que la moitié des patients à peu près font des formes hypoactives. C'est-à-dire que si vous observez 5 à 8% de délirium dans votre cohorte, c'est probablement qu'il y en a le double, parce qu'en fait, il y a la moitié des patients qui sont dans leur lit en chirurgie viscérale qui font un délirium et vous ne le savez pas. Et pour le savoir, il faut aller le mesurer. Et donc, il faudrait leur demander, vous leur tenez la main, vous leur dites abracadabra, et dès qu'il y a un A, vous me serrez la main. Donc là, ceux qui sont en vrac, ils vont vous serrer la main à chaque B, à chaque R, à chaque C. Et sinon, vous leur demandez, est-ce qu'un caillou, ça flotte? Et s'ils répondent oui, c'est qu'il y a un petit sujet. Voilà. C'est ça en fait. Le test cognitif, c'est assez simple. On ne demande pas des trucs compliqués, on ne demande pas de faire un sudoku. On leur demande juste de vérifier s'ils comprennent des choses logiques de la vie de tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est que la maladie aiguë, en fait, elle amène vers la maladie chronique. Donc c'est une des plus belles photos qu'on ait, parce que c'était la plus belle cohorte dans un New England, sur une cohorte de chirurgie cardiaque cette fois-ci. Et on voit que les malades qui ont un trouble cognitif aigu vont développer un désordre cognitif tardif. Et il y a une espèce de pattern qui s'organise et on voit que les malades en gris, donc ceux qui sont en délirium, n'ont pas une récupération ad intégram de leur statut cognitif en moyenne. Et les autres, ils ont un petit nadir, c'est ce qu'on appelle le sickness behavior. C'est normal qu'après une intervention, on ne soit pas super véloce et on n'ait pas envie de faire un sudoku, mais pour autant, on est capable de récupérer un statut cognitif correct. Et voire même, quand on a été opéré d'un RAC ou d'une hanche très douloureuse, il est possible qu'on s'améliore au niveau cognitif. Et normalement, l'attendu, c'est un post-operative cognitive enhancement. Des gens qui s'améliorent au plan cognitif, ils ont plus mal, ils bouffent plus de morphine, ils ont un cœur qui débite mieux, donc ils ont une meilleure perfusion cérébrale, et donc il doit y avoir une amélioration cognitive, normalement, dans les suites d'une intervention aussi lourde que celle-ci. Et parmi les facteurs qu'on connaît maintenant qui sont associés avec ces problèmes de délirium, il y a beaucoup la fragilité. Donc on va parler beaucoup de fragilité maintenant. On ne tient plus tellement compte de l'âge. Donc par exemple, l'histoire de la maman de la pharmacienne, probablement cette maman-là était déjà dans une maladie de fragilité. On sait que la fragilité va amener un surrisque de délirium et que le surrisque de délirium peut amener des troubles qui vont malheureusement se consolider au plan cognitif. Et donc vous devez tous maintenant utiliser dans vos consultations ces échelles de fragilité. Elles sont probablement vachement plus précises et nous donnent beaucoup plus d'informations pour savoir quels sont les malades qui peuvent bénéficier d'une évaluation gériatrique et quels sont les malades qui vont être à risque de développer des troubles cognitifs. Alors pourquoi on parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, les patients qui sont à risque de fragilité sont ceux qui ont beaucoup moins de réserves cognitives. C'est-à-dire qu'en fait, sur le plan c'est assez simpliste comme manière de le présenter, mais le cerveau, comme n'importe quel organe, comme la fonction rénale, comme la fonction hépatique, on a une réserve. Et quand au bout d'un moment, la réserve est entachée par des pathologies chroniques qui s'installent, chaque petite attaque sur l'organe va générer une chute de la fonction. Et si cette chute de la fonction fait passer en dessous du seuil de la capacité de l'organe, on va avoir un désordre qui va finalement donner une conséquence clinique. Et donc pour le rein, vous connaissez ça, insuffisance rénale aiguë sur chronique, et pour le cerveau, c'est à peu près pareil. Un malade qui a une maladie chronique cérébrale, si vous lui rajoutez une maladie aiguë du stress chirurgical, il va consolider des lésions chroniques. Et donc sur son manque de réserve, finalement, on va chercher les malades qui sont plus à risque de développer des troubles chroniques. Parmi les stratégies péropératoires qui vont nous permettre d'essayer d'éviter ces désordres cognitifs, une des grandes questions, c'est est-ce que tout est en lien avec l'anesthésie? Et donc, pour répondre à cette question, certains auteurs se sont dit on va essayer de comparer l'anesthésie générale à l'anesthésie loco-régionale et on va voir si l'anesthésie générale est un facteur qui prédispose et aggrave le risque de troubles cognitifs. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en fait, les malades qui vont développer des troubles cognitifs tardifs, là vous voyez dans cette cohorte, c'est aux alentours de 10%, en fait on en a autant dans les cohortes d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale. Donc c'est pas forcément l'anesthésie elle-même qui va être le pourvoyeur du trouble. C'est plutôt le stress chirurgical, la neuroinflammation induite par le stress chirurgical qui va favoriser le trouble cognitif. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que nous, sur cet espace de 10%, on n'est pas capable de moduler, essayer d'éviter une partie des troubles cognitifs induits par la période périopératoire. Et une des questions posées, c'est est-ce que notre niveau d'anesthésie, notre gestion de l'anesthésie peut impacter le devenir de ces patients? Et une littérature assez prolixe, en fait, s'est intéressée en particulier à l'utilisation de l'EEG en péropératoire pour essayer de voir si certains patients sont plus à risque de développer des troubles cognitifs. Et la réponse est oui.
C'est-à-dire que quand vous prenez des malades et que vous leur faites des EEG en continu, vous allez repérer des patients qui sont plus à risque, en particulier ceux qui vont développer des EEG très plats avec un RS. Le RS, c'est, vous savez, le resting c'est ce qui permet de voir justement si le G est capable de générer des mouvements avec des ondes alpha ou pas. Et si le G est très plat, les malades en fait sont plus à risque, ils rentrent dans une zone de risque statistique de développer des troubles cognitifs. Donc une des questions sous-jacentes, c'est est-ce que si on a déterminé un facteur de risque, si on le contrôle, si on évite l'arrivée de ces ondes plates avec des EEG complètement plats, on est capable d'éviter à certains patients de développer des troubles cognitifs. C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire montrer un facteur de risque, c'est facile. En faire un agent causal et le manipuler pour éviter l'apparition d'un trouble cognitif, c'est une autre paire de manches. Et là, la littérature est un peu plus faible, évidemment. C'est plus difficile. Plus faible parce qu'en fait, quand on regarde sur des grosses cohortes, par exemple ce beau papier, alors, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui s'appelle Avidon. Si vous regardez Avidon, vous regardez à chaque fois qu'il veut défoncer un grand concept, vous regardez Avidon, c'est celui qui va s'attaquer à tous les concepts. Donc quand on dit le BIS, c'est génial, Avidon va dire non, ça ne marche pas. Quand on dit la PIC, c'est génial, Avidon va dire non, ça ne marche pas. En fait, il est là pour tout défoncer un par un. Et donc là, il défonce en disant le G, ça ne marche pas. Alors pourquoi le G, ça ne marche pas? C'est qu'en fait, si on fait juste de l'EEG sans chercher une stratégie qui va derrière éviter des modulations de l'EEG, en soi, l'EEG, ça ne sert à rien. C'est comme mettre un monitorage. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser ce monitorage et le mettre dans un algorithme de prise en charge avec une équipe où tout le monde est d'accord pour savoir ce qu'on va en faire, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ça, là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Mettre un EEG, ce n'est pas ça qui va sauver la vie des gens, c'est savoir comment on va l'utiliser. Certains se sont dit, bah, tiens, on va essayer de regarder si, en jouant sur le niveau de l'anesthésie, en jouant sur l'OFA, par exemple, on va gagner un petit peu sur les troubles cognitifs post-opératoires. Ça ne marche pas. Donc ça non plus, ça ne marche pas. En revanche, on a des pistes intéressantes quand certains s'intéressent à montrer qu'on peut éviter un surdosage en hypnotique. Et donc là, c'est une expérience inverse. C'est au lieu de se dire, je regarde ceux qui ont un EEG plat et je vois s'ils sont de bons pronostics, là, on va demander aux opérateurs d'éviter de mettre les malades avec des BIS profonds, donc entre 30 et 40, et de randomiser donc en deux groupes. Un groupe où on va mettre les BIS entre 55 et 65, c'est qu'on est vraiment ric-rac, et un groupe où on va les mettre entre 30 et 40. Et là, on voit que cette manipulation, donc on utilise le BIS comme un outil, c'est genre un mode de visu, et en fait on va chercher la bonne dose d'anesthésie pour éviter de mettre les malades dans des niveaux de BIS qui sont excessifs, et là on va gagner sur une partie des troubles cognitifs post-opératoires. Donc c'est probablement pas tellement le BIS lui-même, mais c'est l'épargne hypnotique qu'on peut induire grâce à l'utilisation d'un EEG qui va nous permettre d'éviter une partie des troubles cognitifs induits. Et c'est pour ça que les recommandations européennes sont allées dans ce sens-là, de manière probablement un peu forte, parce qu'en pratique, les cohortes sont assez faibles, on n'a pas des gros arguments, mais il laisse penser que, comme il y a un risque minime à utiliser l'EEG, voire nul, et qu'en pratique, ça peut nous guider dans notre thérapeutique, pour les malades qui sont à risque de développer un trouble cognitif post-opératoire, donc typiquement les malades qui ont des scores de fragilité élevés, mettre un BIS ou un EEG en paire opératoire fait partie de la stratégie qui améliore la prise en charge et évite une partie du risque du délirium. Et donc la question de cette place du monitorage, on en a déjà un petit peu parlé, c'est pour le moment, je pense, plus l'utilisation d'un outil comme un marqueur de gravité, plus que réellement comme un agent qui va nous permettre lui-même d'améliorer le pronostic des patients, c'est son utilisation avec finalement une utilisation rationnelle de tout le monitorage qui va permettre d'améliorer le pronostic de nos patients. Dans ce sens-là, un auteur français qui n'a pas encore publié cette étude, donc on l'attend tous, Serge Molliès, qui nous avait fait tous bosser sur OptiEdge, où on a inclus des malades âgés de plus de 75 ans et qui a fait une stratégie bundle en mettant 3 outils de monitorage pour essayer de guider une anesthésie optimisée. Les résultats qui ne sont pas encore publiés mais qui sont déjà connus par la communauté, c'est que dans ce bundle, ce que réellement ça permet d'éviter, c'est principalement les troubles cognitifs. Donc avec ce bundle qui associe à la fois une profondeur de l'anesthésie qui est guidée par un monitorage, une stratégie de ventilation protectrice et une stratégie qui va chercher à guider l'hémodynamique avec un monitorage, on peut éviter une partie de la morbidité et entre autres celle du délirium. Donc c'est ça finalement ce qui va nous permettre probablement d'améliorer. C'est pas un outil tout seul, c'est de se dire qu'on va faire de la titration, qu'on va personnaliser, on va cibler notre médecine en jouant sur la profondeur évidemment, et une hémodynamique ciblée, des myorelaxants qui vont être aussi ciblés,
éviter de mettre les malades en sous ou en surdosage de curare, éviter de faire des bolus de propofol pour éviter de faire un curare, ça aussi, on l'entend, on le voit souvent, hein. Je refais un coup de propofol parce que j'ai pas envie de le curariser. Ben non, en fait, si le malade doit être curarisé, ou si vous voulez un malade qui ne bouge plus en immobilité, c'est pas le propofol que vous allez utiliser, c'est le curare. Et puis une protection pulmonaire dans des bonnes conditions. Deuxième maladie dont on va parler, c'est les AVC post-opératoires. Donc c'est beaucoup plus rare. Et l'avantage de cette maladie, c'est que récemment, depuis 2015 en tout cas, on est capable maintenant de proposer une stratégie pour les AVC ischémiques post-opératoires avec la thrombectomie. Donc on a changé complètement notre paradigme et notre organisation. Donc là, il y a eu des recommandations qui ont été actualisées par la Société savante pour dire que si jamais on a un malade qui fait un AVC, la thrombectomie, en particulier en post-opératoire, c'est une arme thérapeutique intéressante et donc on doit pouvoir la proposer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si nous, en péro-opératoire, on peut éviter une partie de ces AVC. Et je repars de cette étude, qui est une vieille étude de 2012, qu'on appelait l'étude Triple-Low, et qui identifiait que les malades qui ont des hypotensions, les malades qui répondent avec des faibles doses d'hypnotiques et les malades qui sont âgés se retrouvent dans des situations où malheureusement, ils vont avoir un surrisque à la fois de mortalité et de tous les troubles vasculaires associés. Et donc finalement, la stratégie péro-opératoire pour éviter les AVC post-opératoires, elle ne met pas en avant particulièrement des outils pharmacologiques, elle ne dit pas telle drogue c'est mieux que telle autre, elle ne donne pas d'arguments réellement autres que mettre des seuils transfusionnels à peu près corrects, vérifier la glycémie. En revanche, elle appuie beaucoup sur le fait que c'est la tension artérielle péro-opératoire qui va guider et éviter une partie du risque d'AVC post-opératoire. Et quand on considère qu'une chute de tension artérielle, une hypotension artérielle, c'est 20% de la pression artérielle identifiée en consultation, c'est-à-dire qu'un malade qui commence avec 160 de systole, vous allez considérer en fait qu'il est hypotendu quand il se balade à 120, 125. Donc dans vos blocs opératoires, il faut vous dire que quand vous mettez un malade à 110, 120 de systole, il est probablement déjà un peu en hypotension pour son cerveau. Et ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'il va falloir guider notre hémodynamique, il va falloir guider notre dose hypnotique et le monitorage peut nous aider dans ce cadre-là pour être certain qu'on va mettre la bonne dose hypnotique pour éviter un surrisque neurologique chez ces patients. Et dans ce cadre-là, le monitorage EEG peut avoir un intérêt pour essayer de mettre le minimum d'hypnotique pour à la fois maintenir le malade endormi, mais être certain qu'il garde une bonne hémodynamique cérébrale sans surdosage. Et le dernier point, ça c'est un point de plus en plus à la mode, il y a un topo demain sur ce sujet-là, sur la iatrogénie psychique induite par nos travaux. Et je vous donne un cas clinique récent, 2023, qui a eu lieu dans un hôpital à Paris où je travaille, je ne dis pas où, et qui en fait, c'est un patient qui devait bénéficier d'une embolisation vasculaire en urgence, donc il était accueilli en salle de réveil. C'est partie des hôpitaux où on accueille en salle de réveil les malades urgents et on les déchoque et ensuite on les envoie sur les plateaux techniques. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos hôpitaux. En pratique, là, il a été endormi, intubé, ventilé, classique avec du propofol et du tracrium, transféré sous propofol, entretien sous propofol, geste urgent, fait comme on fait tous, c'est-à-dire avec l'interne, le senior, tout le monde court un peu dans tous les sens et il se réveille, il dit « j'ai tout entendu ». Et ça, c'est en train d'apparaître petit à petit. On parle beaucoup d'écologie. Vous avez peut-être enlevé le DES dans vos blocs opératoires. De moins en moins d'anesthésistes utilisent le sévofurane. On met de plus en plus d'anesthésie IV. Et parfois, on n'a pas le temps, on n'arrive pas à monitorer la profondeur de notre anesthésie, considérant qu'on connaît maintenant à peu près l'utilisation du propofol. En fait, on connaît, mais il y a des malades qui ne répondent pas de la même manière que tout le monde au propofol. Et on peut se retrouver avec des mémorisations. Je pensais que la mémorisation n'existait plus, que c'était un truc pour nous faire peur quand moi j'ai appris l'anesthésie. En fait, ça réapparaît réellement et on commence à avoir, nous, des épidémies de mémorisation avec des témoignages récurrents de patients qui disent « à tel moment, c'était pas toute l'anesthésie, mais quand on m'a réintubé, parce que vous avez changé, vous avez mis un... j'ai entendu ». Et ça crée des stress très importants, qui sont des stress psychiques très importants avec des conséquences, on va en parler un petit peu, qui emmènent les patients vers ce qu'on appelle le PTSD, c'est les Post-Trauma Stress Disorder, c'est des patients qui font des cauchemars, qui n'arrivent plus à reprendre leur boulot, qui sont complètement psychiquement effondrés par l'expérience qu'ils ont pu vivre. Et je vous donne juste un petit débrief de 5 ans, je suis le coordonnateur de la gestion des risques pour mon institution, et on a eu des PTSD induits sur des gestes sous-locales. Donc là, on n'est pas concerné, mais on aurait pu nous appeler, on aurait peut-être pu éviter une partie. Donc ça, c'est souvent les radiologues qui font mal aux patients et l'anesthésie locale n'est pas suffisamment bien foutue. Et donc, on a des PTSD induits. On a des IOT vigiles sous rémifentanil avec des PTSD. Donc là, les psychiatres nous les remontent en disant « Eh oh,
attendez là, votre truc c'est super, vous faites plus de propofol, vous n'avez plus la glossoptose, mais en revanche ils se souviennent de tout et ils vont très mal après. Et puis des cas de mémorisation sous anesthésie générale. Donc on commence à avoir des remontées de PTSD et qui sont réellement de l'ordre de notre métier. Et là, probablement, le monitorage peut avoir une place. On peut se poser la question de est-ce qu'on est capable, nous, de mettre un bon niveau tolérable de douleur, d'hypnose, pour que le malade puisse être accompagné et qu'il ne consolide pas des troubles psychiques sous-jacents. Et parmi les facteurs qui prédisposent au PTSD post-opératoire, d'après cette étude qui était bien menée, qui est une revue de littérature de plein d'études, évidemment, la mémorisation péropératoire, c'est la catastrophe. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, les patients qui ont déjà eu un stress physique, corporel, parfois sexuel, les malades qui ont une anxiété, qui ont déjà fait un PTSD, qui sont dépressifs, c'est des malades qui sont à haut risque de le développer. Donc, il faut probablement les sentir dès la consultation d'anesthésie. Et puis, les malades pour lesquels vous allez avoir des problèmes de transfusion massive sans anesthésie, des malades pour lesquels il va y avoir des réintubations. Et ça, c'est un cas qu'on a déjà eu, donc ça arrive pour de vrai. Et des malades qu'on a mis sous benzodiazépine, pensant qu'avec ça, on va être tranquille. En fait, on n'est pas du tout tranquille. Ils mémorisent tout. Et finalement, ça peut être encore pire parce qu'ils vont se faire une dissociation qui crée un stress psychique encore plus important. Sont des malades qui peuvent développer des troubles cognitifs post-opératoires, des PTSD, excusez-moi. Et puis, autre cas intéressant aussi, c'est tout ce qui est douleur. Les douleurs aiguës et chroniques sont des inducteurs de PTSD. Et donc, évidemment, il va falloir monitorer, éviter cette surdouleur en périopératoire. Cette revue, pour conclure sur le rôle de la mémorisation. Donc, si jamais vous avez été... vous suspectez que le malade est à risque de faire une mémorisation, il y a un énorme job d'anticipation. Donc, vous devez, dès la salle de réveil, prévenir à la fois le patient, prévenir votre psychiatre et probablement commencer à mettre de la consolidation autour du patient avec l'environnement qui va bien. Et puis, ce que proposent les psychiatres, c'est de les revoir à 3 mois ou à 6 mois. Et il y a des stratégies en fait, de traitement du PTSD. Donc ça aussi, c'est important, c'est que ce n'est pas une maladie pour laquelle on ne peut rien faire. Les psychiatres savent, par différentes techniques, en fait, essayer d'amoindrir cette maladie qui a été découverte chez les vétérans américains au départ. Hein. C'est ceux qui ont vécu la guerre, qui ont exprimé ce PTSD. Maintenant, on sait que ça peut arriver pour n'importe quel stress physique, corporel. Et donc, en hospitalier, on est nous-mêmes co-acteurs de ces iatrogénies psychiques. Donc voilà, pour conclure, la mortalité, je pense, est derrière nous. Il y a encore quelques malades qui vont mourir en périopératoire, mais ce n'est plus tellement notre sujet. Ce que nous demande la population, c'est de préserver leur statut neurocognitif et psychique. Et on a des armes, on a des outils qui vont nous permettre de mieux guider notre stratégie et de faire attention justement à ces différents axes. Il faut les mesurer dès la consultation pour être certain de bien identifier les malades à risque, les fragiles, les malades qui ont déjà fait un PTSD, les malades qui sont en susceptibilité de développer une pathologie. Et puis derrière, il faut être capable de les mesurer avec des bons critères et si jamais ils ont une pathologie, d'introduire des traitements post-opératoires pour éviter la consolidation. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Des questions? Oui. Chez les sujets âgés. Bonjour, oui. Donc, je pense que votre présentation est très claire. Surtout sur les troubles cognitifs, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut, surtout pour les personnes âgées, il faut une anesthésie personnalisée, maintenir une TA systolique entre 90 et 100% de la... Tout le monde connaît par cœur ce protocole. La problématique, ce cours, il n'est pas adapté pour nous, c'est pour les chirurgiens. Je suis désolée, mais nous, on sait tous que le patient qui arrive à 18 de tension, parce qu'on a arrêté ses ARA2 la veille ou l'avant-veille, et qui est au bloc opératoire et qui est à 14, donc déjà on est déjà à la limite des 20% de la TA systolique, et que vous avez un chirurgien qui vous dit constamment « ça saigne, baisse-moi la tension, je veux 8 de tension ». Les troubles cognitifs, ils sont post-op. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est nous qui gérons les troubles cognitifs en post-opératoire. Donc ce cours, c'est pour les chirurgiens. Honnêtement, hein, je vous le dis franchement. Alors je ne vais pas défendre mes collègues les chirurgiens, mes meilleurs amis. On a pas mal d'arguments pour justement les aider à comprendre. Oui, mais en fait, l'éducation, moi j'ai des enfants, ça prend du temps l'éducation, vous êtes d'accord? Voilà. Et puis l'éducation, c'est aussi apprendre l'ingratitude. Donc voilà, notre relation avec les chirurgiens, c'est une relation très ingrate qui nous amène progressivement à les faire réfléchir. Donc on peut
avec eux, comprendre que par exemple un malade qui est en délirium, en hospitalisation, qui va avoir une DMS de 10 jours, ça va changer leur programme opératoire de la semaine d'après parce qu'il n'y aura plus de lit pour le suivant. Donc on peut leur expliquer ça. Ça, c'est des éléments assez tangibles. La DMS élevée, pour eux, c'est je ne peux plus opérer le suivant parce que le malade occupe le lit. Donc voilà, c'est des éléments comme ça en fait qu'on peut amener parce que c'est peut-être simplexe. Peut-être que c'est trop beau de parler de morbimortalité, de prévenir des maladies neurocognitives des patients. Mais concrètement, ces malades-là, c'est des malades qui vont changer toute l'organisation du service et qui peuvent clairement modifier leur vie de tous les jours. On peut leur expliquer. On peut leur dire, voilà, si jamais on ne fait pas attention à cette maladie-là, tu vas te retrouver dans une situation où tes lits seront pleins de malades avec des déliriums et tu ne pourras plus opérer la semaine prochaine. Ça peut être un argument. Et c'est vrai que le saignement avec la tension artérielle, donc il y a toujours ce sujet de qu'est-ce qui saigne, est-ce que c'est un saignement veineux, est-ce que c'est un saignement artériel, est-ce que vraiment la tension artérielle va être un pourvoyeur ou pas. Parfois ils ont raison, parfois c'est sûr que si jamais il y a une rupture anévrismale intracrânienne, moi je vais baisser la tension pour éviter que ça saigne 3 litres à la minute. En revanche, si jamais c'est une oreille qui saignote parce que c'est une veine qui saigne, je vais lui expliquer qu'en fait je peux peut-être jouer sur le retour veineux, je peux peut-être jouer et lui il peut peut-être faire cette coagulation dans des bonnes conditions et éviter que ce soit de son côté que ça saigne. Voilà, en tout cas, je ne vais pas vous donner de réponse on va dire académique à la relation que vous pouvez avoir avec votre chirurgien, mais il y a des éléments pour expliquer que tout ça, ça va avoir un effet sur l'organisation de vos soins. On va prendre la dernière question, s'il va falloir avancer après. Deux réflexions. Alors, juste pour répondre sur le saignement et le chirurgien, il faudrait qu'il cherche dans la littérature des articles qui mettent en rapport la tension et le saignement. Il n'y en a pas. On est quasiment d'accord. pas. Alors, il va y en avoir une bientôt. Hein. Ah. Je crois qu'il y en a une sur la chirurgie stomatologique. Il y en a une qui va sortir en chirurgie cardiaque, c'est juste pour information. En fait, il y avait une étude sur l'optimisation de la pression artérielle moyenne en chirurgie cardiaque avec un groupe basé sur une valeur de 80-90% de la valeur de base versus 65. Et l'étude a été arrêtée pour plus de saignements dans le groupe optimisé. Donc, il faut en chirurgie cardiaque, c'est pas forcément facile de garder des pressions assez hautes. Deux réflexions. La première, c'est les burst suppression. C'est probablement pas un effet de ce qu'on fait, mais c'est probablement un marqueur de quelque chose qui ne va pas bien. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai fait cette nuance. Hein. Vous avez vu, j'ai bien appuyé sur le fait que ça puisse être un marqueur. Et pour certains patients, on sait que typiquement, le malade, vous le mettez en hypotension, c'est par exemple il a 100, vous le mettez à 100 de systole, donc habituellement il a 180, vous allez vous taper un burst suppression qui va être induit par l'hypotension, qui n'a rien à voir avec l'agent pharmacologique. Vous mettez la noradré et tout d'un coup le malade va récupérer un bis à 40, 50 dans des bonnes conditions. Donc il peut y avoir des low bis qui sont en lien avec de l'hémodynamique cérébrale et des low bis qui sont en lien avec de la pharmacologie. Et donc ce n'est qu'un marqueur. Ce n'est pas, c'est pas, le bis ne donne pas la bonne dose de la sédation. Il veut juste dire qu'au niveau du cerveau, la perfusion, l'organisation, le EEG va mal. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose. Exactement. Ça veut dire que peut-être il faut aller, sûrement il faut alléger les hypnotiques, il faut remettre une tension normale. Mais ces patients-là, il va falloir les surveiller, peut-être même les adresser aux gériatres, parce qu'il y aura quelque chose. Et dans mon expérience personnelle, j'ai dépisté des malades qui allaient devenir des déments sur des IRM hippocampiques, juste sur des signes de burst. Donc c'est un signe, en fait. Un peu comme la protéine tau qu'on va mesurer dans le... La deuxième réflexion, c'est intéressant d'améliorer nos techniques et de monitorer la profondeur de l'anesthésie, mais pas que pour les gens qui sont fragiles. Parce qu'en fait, ce qu'on ne mesure pas, et ce qui est très intéressant de mesurer, c'est tous ces patients qui sont pas vieux, pas fatigués, et qu'on va massacrer en péropératoire pour une intervention ambulatoire, et qui vont se taper pendant 24, 36, 48 heures des troubles de l'attention, des difficultés pour dormir, et ils ne vont pas retourner au boulot, ceux-là. Et je pense que ceux-là aussi, ils bénéficieront du monitorage de ce qu'on fait, parce que c'est impossible de savoir si un patient il est surdosé en hypnotique en regardant la tension et le scope. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois que vraiment, il y a un bénéfice en 2024 à vraiment monitorer ce qu'on fait avec les hypnotiques, comme on le fait avec d'autres médicaments. Et j'ai un peu de mal à comprendre qu'on ne le fasse pas. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, on est plutôt d'accord, donc tout va bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais appeler Fabien.